Oui, je sais, encore une V2, mais en même temps, cette chaîne parle d'un monde qui évolue très vite. Et Dieu sait que le monde des moteurs de recherche alternatifs a connu beaucoup de changements depuis ma première vidéo, ce qui nécessitait que j'en fasse une deuxième. Commençons par rappeler un fait un peu évident. Le moteur de recherche, c'est le cœur de la navigation web. Ou plutôt, Google, c'est le cœur de la navigation web. Mais vous le savez, si vous suivez cette chaîne, le monopole de Google pose tout un tas de problèmes. La possibilité d'orienter les recherches, la récupération des données personnelles afin de réaliser un profilage de l'utilisateur, les différents scandales qu'ont émaillé l'histoire de la multinationale qui gère le site, toutes ces choses peuvent nous pousser à chercher des alternatives. Et si vous pensez que la préoccupation de la vie privée c'est juste un truc de nerd bizarre comme vous et moi, détrompez-vous, ça intéresse suffisamment de monde pour être devenu un marché juteux. C'est pas pour rien que les vidéos des plus grands youtubeurs sont envahies de publicités pour NordVPN par exemple. Et suffit de regarder les stats, même si son pourcentage d'utilisateurs a pas l'air énorme comme ça, le moteur de recherche DuckDuckGo, qui mise toute sa communication sur le fait qu'il trace pas ses utilisateurs, et bah c'était le 41e site le plus consulté au monde en 2023, selon SimilarWeb. Pour vous donner un ordre d'idée, il était devant Spotify, AliExpress et Xhamster aussi. Bref, la vie privée c'est une industrie, un business, ce qui fait qu'elle attire un grand nombre d'acteurs à l'honnêteté variable. Commençons par différencier les trois types de moteurs de recherche auxquels on peut s'intéresser. En gros, on peut différencier les moteurs indépendants, les métamoteurs et les moteurs hybrides. Les moteurs indépendants, c'est les moteurs de recherche qui utilisent leur propre index et leur propre robot d'indexation pour afficher les résultats de recherche. Quand vous êtes sur Google, les résultats de recherche proviennent exclusivement de Google par exemple. Les métamoteurs, ce sont des moteurs de recherche qui utilisent en réalité les données d'un autre ou de plusieurs autres moteurs de recherche, par exemple pour le proposer au milieu d'autres services. Par exemple, Yahoo est un portail web qui affiche des actualités, un service de mail, et au milieu de tout ça, un moteur de recherche qui est un miroir de Bing. Et enfin, les moteurs hybrides, ce sont des moteurs de recherche qui utilisent leur propre robot pour indexer les pages web, mais qui jugent que leurs résultats sont pas assez bons et qui complètent donc leur index avec un autre index, que ce soit Bing ou Google. C'est officiellement le cas de Qwant et de DuckDuckGo en théorie. À la fin de la première vidéo, je vous avais dit que mon choix de moteur de recherche alternatif était Qwant. Refaisons donc un petit historique. Lorsque Qwant est ouvert, en 2013, son patron d'alors, Eric Léandri, promet un index entièrement indépendant, un moteur de recherche souverain emblématique de la French Tech, et lève des millions d'euros. Puis c'est la même année qu'éclate l'affaire Snowden et que la préoccupation de ces données personnelles commence à gagner le grand public. Et alors, Qwant commence à se poser en chantre de la protection des données personnelles des utilisateurs. Oui, parce que ça c'est un truc que je savais pas, mais à la base, c'était pas censé être le cas. Qwant est parti sur ce modèle parce que ça les arrangeait économiquement et en termes d'image. Et les mouches vont pas tarder à arriver. Dès le lancement, des internautes découvrent que contrairement à ce qui est affirmé, l'index de Qwant repose entièrement sur celui de Bing. Qwant est donc un métamoteur, ce qui casse complètement l'image de French Tech indépendante qu'il essaie de se donner. Alors les développeurs reconnaissent que oui, pour l'instant Qwant utilise Bing, mais c'est juste temporaire avant de passer sur leur propre robot d'indexation de manière progressive. Alors le temps passe et quelques années plus tard, Qwant affirme fièrement que son indépendance est proche et qu'il se repose de moins en moins sur Bing. Dans le même temps, pour créer un modèle économique, Qwant a commencé à afficher des publicités non ciblées en haut des pages, publicités qui utilisent la régie pub de Bing. Ouais. Mais après tout, même si Qwant était à ce moment complètement dépendant de Microsoft pour ses revenus, ça voulait pas dire que son index avait pas acquis un certain degré d'indépendance. Et d'ailleurs, Qwant a communiqué là-dessus dans un billet de blog intitulé « Où en est l'indépendance de Qwant ?». Répondant à des gens qui avaient fait remarquer que les résultats étaient pour moitié identiques à ceux de Bing, Qwant a répondu que la moitié c'était déjà pas si mal, ce qui est pas faux en soi, et l'entreprise a cherché à démontrer à l'aide de jolis graphiques que oui, l'index de Qwant existait. D'ailleurs, le robot d'indexation des pages web de Qwant était bel et bien actif, donc on pouvait être tenté de les croire. C'est en 2019 que les masques vont tomber grâce aux révélations du média. Leurs journalistes ont en effet découvert que Qwant avait subi un audit et que les conclusions étaient accablantes. En réalité, l'index de Qwant était totalement inutilisé. En gros, il existait, il y avait bien des pages indexées, mais Qwant s'en servait pas, ce qui veut dire qu'à cette date, et depuis 2013, Qwant était toujours un métamoteur de Bing qui se faisait passer pour un moteur de recherche souverain #FrenchTech.
Un deuxième audit indépendant a eu lieu quelques mois après le premier, et si les conclusions étaient moins négatives, l'audit concluait quand même que Qwant était au minimum dépendant de Bing pour 2/3 de ses résultats, mais qu'en fait c'était pas sûr du tout et qu'il était possible que l'entreprise ait bidouillé pour donner cette impression. Bref, on était toujours dans l'impasse. Face à cette situation de crise, le fondateur Eric Léandri, par ailleurs accusé de gestion toxique, a été foutu dehors, suite à quoi, sous la pression des principaux actionnaires, les nouvelles directions successives ont été chargées de remettre de l'ordre là-dedans. Réduction considérable du train de vie de l'entreprise, fermeture de tous les services annexes à l'exception de Qwant Maps et Qwant Junior, la mise en place d'une régie pub indépendante complétant celle de Bing afin de moins dépendre financièrement de Microsoft, et un redesign complet de leur interface en focalisant les efforts de communication sur la protection des données personnelles des utilisateurs, sans chercher à se faire plus gros que le bœuf. Qwant semblait donc réellement remis sur des bons rails. Concernant l'indépendance, toujours difficile de savoir, le successeur de Léandri avait affirmé que Qwant était indépendant à 50% pour la recherche web, mais la com avait plutôt bien marché. On avait l'impression que tous les problèmes faisaient partie du passé et que ça allait sur la bonne pente. Et puis en 2023, Qwant est racheté par le milliardaire Octave Klaba et affiche de nouvelles grosses ambitions de Google européen. Les mois passent sans que grand chose ne change, 2024 arrive, et là, ça repart en couille. Qwant dévoile une nouvelle interface, encore, et réalise plusieurs annonces. Déjà, ils décident de fermer Qwant Maps, qui était pourtant une excellente alternative partiellement libre à Google Maps, mais surtout, ils annoncent qu'ils vont commencer à avoir recours à des modèles de langage indépendants. En gros, maintenant, vous pouvez créer un compte Qwant pour avoir accès à une IA marketée sur le site comme l'intelligence artificielle Qwant. Tu te dis, ah cool, c'est une alternative à ChatGPT, si c'est plus éthique, pourquoi pas ? Sauf que non, sur Twitter, ils confirment que c'est GPT-4 d'OpenAI, entreprise connue notoirement pour avoir volé massivement des données sans consentement pour entraîner ses modèles de langage. Et cerise sur le caca, ils confirment que désormais, l'entreprise réalisera du profilage, le truc qu'il s'était engagé à ne pas faire pendant des années. À partir de là, moi je jette l'éponge. Clairement, les mensonges et les trahisons successives de Qwant, c'était pas juste des errements dus à Eric Léandri. Ça semble être dans l'ADN de l'entreprise et de toute façon, les dernières modifications annoncées retirent de facto Qwant des moteurs de recherche qui cherchent à respecter les données de leurs utilisateurs. Donc Qwant, poubelle. Alors il reste quoi ? Dans les moteurs qui se disent hybrides, DuckDuckGo, qui est considéré comme le fer de lance de cette génération, semble lui aussi être un métamoteur de Bing et Wikipédia. Et il dépend des Bing Ads pour son modèle économique, donc il est entièrement dépendant des GAFAM, et il a déjà été pris la main dans le sac à laisser Microsoft collecter certaines données, donc on va pouvoir laisser tomber cette partie. Le plus juste, c'est de dire que les moteurs hybrides, ça existe pas vraiment. Mais plus intéressant, il existe des métamoteurs qui fonctionnent sur un principe similaire à celui du fait divers. Il y a une technologie qui est mise à disposition par les créateurs du projet et n'importe qui peut l'installer sur son serveur pour avoir son propre moteur de recherche maison, à condition d'avoir de quoi le faire bien sûr. Et sinon, il existe un certain nombre d'instances qui sont publiquement accessibles en ligne. Le plus connu, c'est évidemment SirX, ou plutôt aujourd'hui SirXNG. L'intérêt de SirX, c'est que vous pouvez vous-même personnaliser les moteurs que vous voulez utiliser, et ce dont vous n'avez pas besoin. Tout ça permet d'avoir un moteur de recherche rapide, complet et efficace, qui se repose sur les technologies des autres et qui est privé par conception. Comme ce sont des projets de volontaires, ils n'ont pas de modèle économique au-delà des dons, donc les chances de vous faire ponctionner des données personnelles sont quasi nulles. SirX s'est beaucoup amélioré en termes d'interface par rapport à ma dernière vidéo, on n'a plus l'impression d'utiliser un truc de geek obscur, mais un vrai moteur de recherche grand public. Même la personnalisation est relativement simple à faire. Et on arrive donc aux moteurs réellement indépendants, ceux qui, a priori, utilisent leur propre index. Il y a déjà une initiative qui est intéressante car elle reprend le même principe que le fait divers, Yassi. C'est un moteur de recherche dont l'index est décentralisé. En gros, chaque personne qui installe une instance Yassi chez lui crée un robot indexeur qui va se charger d'indexer une partie du web. Et ensuite, toutes les instances Yassi existantes partagent leur bout d'index pour fournir un véritable index indépendant. Sauf que, Yassi existe depuis près de 20 ans et c'est pas quelque chose qui est utilisable par le grand public, mais plutôt une expérience, donc pas intéressant pour nous. Ce qui nous amène aux deux derniers,
Brave et Mautic. À l'époque de ma première vidéo, Brave faisait partie des moteurs hybrides. Il disait utiliser son propre index pour plus de 90% des résultats de recherche et compléter le reste avec d'autres moteurs, sans être très précis sur lesquels, mais a priori c'était Bing. Et figurez-vous qu'il y a quelques temps, ils ont annoncé que c'est bon, leur index était suffisamment pertinent par lui-même pour ne plus avoir besoin de compter sur autre chose. Ça ferait de Brave le premier concurrent de Google et de Bing qui respecte réellement la vie privée de ses utilisateurs et qui ne dépend réellement pas des GAFAM pour exister. Les soucis avec Brave Search, c'est pas Brave Search en soi, mais plutôt tout ce qui l'entoure, et c'est ça qui me retient de l'utiliser. Ça a été fondé et c'est dirigé par un militant anti-LGBT notoire, le modèle économique de Brave est assez fumeux, il semble basé à la fois sur de la crypto-monnaie et à la fois sur des publicités que les utilisateurs peuvent accepter de voir s'ils y consentent. Il y a aussi eu une histoire de lien d'affiliation affiché sans consentement, ou encore de demande de dons frauduleuses. En dehors de ça, niveau vie privée, ils collectent beaucoup de données de télémétrie, même anonyme c'est quand même un sacré paquet d'infos, et pour le désactiver, c'est au fin fond de leurs paramètres, donc faut quand même être au courant et aller fouiller. Tout ça me fait trouver que Brave Search c'est assez moyen. Je comprends totalement qu'on l'utilise parce que oui, c'est efficace, mais ce qui l'entoure me donne vraiment pas envie de leur faire confiance. Et du coup, tout ça nous amène au dernier moteur qu'on n'a pas abordé, Mautic. Mautic est un moteur de recherche d'origine britannique qui est né au milieu des années 2000 et qui se base, depuis le début, sans compromission, sur un index indépendant. De la même manière, et là aussi depuis le début, c'est un moteur de recherche qui ne collecte aucune donnée personnelle et qui se veut respectueux de ses utilisateurs. Les conditions d'utilisation de Mautic indiquent clairement qu'ils ne collectent rien. Niveau modèle économique, rien de surprenant a priori puisqu'ils ont recours à de la pub, mais contrairement à Quant, ils n'utilisent pas la régie pub de Bing et reposent entièrement sur la leur. Ça, j'avoue, ça m'étonne pas mal parce que visiblement c'est très loin de suffire à financer un moteur de recherche. J'avoue, j'aimerais bien leur poser la question pour savoir comment ils font. Devinez quoi? Yes, I'm Josh. I work as head of marketing for Mautic. Oui, pardon, OBS m'a fait une petite surprise et du coup, il y a que le son. Pardon. Mais du coup, je lui ai demandé. So I think the thing that they put forward of like this is a difficult task. It's takes a lot of resources to build an index, etc., etc. We consider this to be somewhat of a fiction. That is something that really does benefit Google and Bing. Saying it's hard to get into a game is a very, very easy way of making it so that there's a barrier that's kind of perceived by people. And it's just not something that we found to be the case. I would say when it comes to that second part of your question, is this the reason why Mautic is often judged as less precise than Google and Bing? It's going to be part of this for sure. Like, we are a small dynamic team and we are being very, very careful with the money that we have, making it so that we eke that out in a sustainable manner and we grow in a way that isn't that kind of VC. We're going super speed as fast as we possibly can so that we can eventually get bought out by someone. The main way that we've grown up until this point is putting to work money that comes from patient private investors. When you think about tech funding, the main thing that people seem to fall back on is venture capital, which is something that, like, we from a kind of ideological perspective, we know what that path kind of creates. The VC is very often the driving force behind some of the things that you're talking about when it comes to people having to pivot on their model in order to satisfy these investors. So the money that's kind of got us up to this step here overwhelmingly has come from these individuals. But you want something to be able to wash its own face. You want something to be able to make money. And so the thing that we've found over the past few years to be an extremely good way of raising revenue is API sales, which is something that in a space where some of the options that you've just mentioned are search entities that don't have their own index, so they cannot sell access to it. We currently make a good amount of revenue off the back of selling access to our API, whether that is for companies that are doing kind of informational research related stuff, whether that is academic queries, which you also get,
or the kind of stock and trade of a search engine, the way in which Bing has made like the majority of its money, or not the majority, I can't say that. I don't know where the revenue comes from, like in broad, but a way that Bing makes a lot of its money, which is selling access to its API and allowing meta search engines essentially to build using our API. Donc ce serait a priori possible de financer un moteur de recherche éthique. Maintenant, se pose la question de la pertinence. J'ai donc testé Mojik pendant plusieurs jours pour voir un peu ce que ça valait, et pour synthétiser, c'est correct. Déjà, bon, Mojik c'est juste un moteur de recherche textuel, ils n'ont pas de moteur de recherche pour les images et les vidéos, et pas en français pour les actualités. Mais pour la recherche textuelle, Mojik est capable de me fournir une réponse satisfaisante et son index a l'air plutôt complet. Mais il lui arrive d'être imprécis. Par exemple, vous aurez remarqué que depuis le début de cette vidéo, j'entre régulièrement la recherche transport en commun Paris. Et vous l'aurez remarqué si vous avez l'œil, mais à cette recherche, Mojik est le seul moteur avec lequel on ne tombe pas, ni directement, ni même en première page en fait, sur le site des transports en commun de Paris. Et j'ai testé sur d'autres villes comme Compiègne, même problème. It could be partially the fact that we don't have that website in the index yet, in which case, like, a lot of our progress and our building on Mojik is done off the back of looking at user feedback, because we're a privacy focused search engine, so we're not attempting to gather these kind of passive statistics, but like direct feedback is ridiculously useful. We recently had a very large algorithm change because Mojik has for a long time been fundamentally keyword based, so lexical search, which means that the words that you put in are the words that we're looking for direct matches to. But we wanted to introduce a semantic element to it. That has been applied to the English side of Mojik already. And so these changes are mostly visible when it comes to English language. But our intention is across the course of the year to expand that semantic element in. On en arrive à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai choisi? Eh ben au bout du compte, je me suis fixé sur Surix. J'ai pour ma part beaucoup personnalisé les résultats, en prenant comme base ceux de l'index de Mojik et en les complétant avec ce qui manque de mon point de vue. Ce qui me permet d'avoir un moteur de recherche très fonctionnel dont le seul défaut notable est qu'on ne peut pas personnaliser la recherche d'images. Raison pour laquelle les recherches d'images pour mes vidéos se font avec DuckDuckGo, qui est un métamoteur de Bing. Il faut ce qu'il faut. À terme, je pense que Mojik, c'est la meilleure alternative. C'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on cherche en termes de philosophie, mais il a encore du pain sur la planche et il a justement besoin de nos retours pour ça. Donc bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à la fois fonctionnelle et éthique à Google et à Bing. Mais il y a des initiatives qui commencent à porter leurs fruits et en attendant, il y a des moyens de pas donner ces données aux GAFAM. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde!